En manchette ce soir, limiter le nombre d'étudiants étrangers au Québec. Peu d'impact dans la région selon le recteur de l'UQAT. Moins d'arbres de couper au lac Opasatika. Et la mairesse de Val-d'Or prend le pouls de sa communauté d'affaires. On a sauté sur l'occasion de pouvoir rencontrer les gens d'affaires, les commerçants, pour leur expliquer qu'est-ce qui s'en est en 2024. Bonsoir tout le monde et bienvenue parmi nous. On l'apprenait hier, le gouvernement canadien va plafonner le nombre d'étudiants étrangers au pays, et ce pour les 2 prochaines années. Mais comment l'UQAT réagit face à la nouvelle? Anthony Dallaire a les détails. On avait hâte d'avoir un peu plus d'informations. Selon le recteur de l'UQAT, le plafonnement des étudiants étrangers par Ottawa vient rétablir une équité entre les universités du pays, notamment avec certaines universités ontariennes. Le plafond qui a été mis au Québec, on a encore une marge de manœuvre. Il reste à voir comment ça sera réparti dans les universités. Donc, on a hâte d'avoir des indications de la part du gouvernement du Québec à ce niveau-là. Ceci étant dit, le recteur reste optimiste pour les quelques 500 à 600 étudiants étrangers qui viennent étudier à l'UQAT par année. Pour lui, la mesure du ministre fédéral de l'immigration, qui a pour but de réduire la pression immobilière sur les différentes communautés canadiennes, aura peu d'impact à l'UQAT. Mais la bonne nouvelle qui est arrivée hier, en tout cas du moins pour l'UQAT, c'est que les étudiants de maîtrise et de doctorat ne sont pas touchés par cette mesure-là. Et ça, c'est, je dirais, au moins 80-85% de nos étudiants étrangers sont des étudiants de 2e et 3e cycle. Donc ça nous donne espoir qu'il y aura beaucoup moins d'impact sur nos programmes. Pour Vincent Rousson, il est évident que la clientèle étudiante est partie prenante de la pénurie de logements. Il ne croit toutefois pas que les étudiants étrangers devraient porter le fardeau de la crise. En fait, on a commencé à le vivre à l'UQAT déjà en 2004, notamment dans le secteur de Val-d'Or avec nos étudiants autochtones, en fait, qui arrivaient, mais pour d'autres raisons. Mais il y avait des pénuries de logements bien avant aujourd'hui. Donc, c'est un dossier qui traîne, je vous dirais, depuis de nombreuses années. Notre-Dame-du-Nord, Val-d'Or, Rouyn-Noranda, Amos, Mont-Laurier et Montréal sont tous par ailleurs des lieux envisagés pour y établir de nouveaux projets de résidence. Mais selon le recteur, la machine administrative gouvernementale ralentit les projets. C'est compliqué faire du logement étudiant. On n'entre pas dans les cases gouvernementales pour le financement. Les coûts de construction, oui, ont explosé, mais on est une réponse aussi aux besoins de main-d'œuvre. Donc, nos étudiants, en fait, se font offrir des emplois avant même de terminer leurs études. Et nos étudiants étrangers font partie de la solution également parce que ça devient des gens avec des compétences hautement recherchées, notamment nos étudiants de maîtrise et de doctorat. Anthony Dallaire, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. On passe en environnement. Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts réorganise son plan de coupe près du lac Opasatika à la suite de nombreuses préoccupations des citoyens dans le secteur. Mais Kimberly, est-ce que la majorité des arbres est épargnée? Les efforts des citoyens ont porté fruit, Mélissa, puisqu'on parle d'environ 80 des arbres qui seront sauvés, selon Daniel Adam, président de l'Association des riverains du lac Opasatika. Donc, rappelons que Québec prévoyait de couper 561 hectares, mais avec toutes les consultations citoyennes qui ont eu lieu dans la dernière année, on parle de couper seulement l'équivalent de 108 hectares. Donc, c'est assez considérable comment on minimise les dommages. Et voilà, ce nouveau plan, en fait, a été dévoilé en fin décembre dernier. Une très bonne nouvelle pour plusieurs citoyens qui se sont battus pour cette cause. Donc, en fait, le début des travaux est prévu pour l'hiver 2025 ou 2026 et les détails du déroulement seront dévoilés en fait ultérieurement par l'entreprise forestière en question. Et Daniel Adam est agréablement surpris en fait du fait que le ministère a pris en considération la plupart des préoccupations des citoyens. Les coupes de bois apportent généralement beaucoup de nutriments dans le lac, ce qui contribue encore plus à l'eutrophisation du lac. Là. Il y avait des préoccupations parce que les coupes aussi se faisaient proches des résidents, là, donc au niveau de l'environnement des résidents, là, ça aurait été assez dommageable. Il y avait des préoccupations au niveau aussi de l'utilisation des chemins publics, du chemin de la baie verte notamment, et de prendre en compte aussi notamment parce que le long des sentiers Opasatika, il y a des belvédères avec des points de vue. Si ces points de vue-là allaient être pris en compte, puis effectivement, le ministère a tenu compte de ces belvédères-là.
Et Kimberly, ce nouveau plan qui minimise les coupes forestières autour du lac Oppasatika apporte également plusieurs autres avantages. Absolument, Mélissa. Il y a par exemple le cerf de Virginie qui sera mieux protégé étant donné que son habitat est moins endommagé. Le ministère aussi va s'assurer de ne pas faire de coupe sur des pentes puisque ça va minimiser l'érosion. Et ça va aussi apporter plusieurs avantages aux citoyens qui restent dans ce secteur puisque les camions lourds ne pourront pas croiser les randonneurs ou, c'est ça, proches des maisons non plus. Ils vont emprunter d'autres chemins pour ne pas nuire à la tranquillité de ces gens. D'ailleurs, la mairesse de Rouyn-Noranda ne voit que des avantages également à cette décision. C'est une bonne nouvelle. Dans ce cas-ci, c'est que les gens s'étaient présentés aux consultations, les citoyens, les organismes ont donné leurs commentaires et c'est bien de voir que le ministère en a tenu compte. C'est pour dire à quel point c'est important de participer aux consultations. Mais toujours selon Daniel Adam, il y a le secteur nord-ouest du lac Oppasatika, qui est également visé par des coupes forestières. Donc, d'ailleurs, des consultations vont avoir lieu prochainement. D'ailleurs, il y en a une de prévue cette semaine. Effectivement. Merci, Kimberly. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait, craignez-vous des réaménagements forestiers dans votre secteur? Vous avez répondu non à 63%. Parlons économie maintenant. Ce midi, la Chambre de commerce de Val-d'Or organisait un dîner-conférence pour ses membres. La mairesse de Val-d'Or, Céline Brindamour, invitée à titre de conférencière, a présenté les projets de la ville pour l'année 2024. Qu'Emilia Laliberté était sur place. Des résolutions de nouvelle année ont été prises à la ville de Val-d'Or. C'est le message qu'a lancé la mairesse Céline Brindamour à une centaine de membres de la communauté d'affaires mardi midi. On venait juste de finir le budget. On l'avait présenté en décembre dernier. Alors, on a sauté sur l'occasion de pouvoir rencontrer les gens d'affaires, les commerçants. On a, oui, des projets d'immobilisation, mais on a parlé quand même de notre 3e avenue, de notre centre-ville, les énergies qu'on va mettre avec les avenues de la 3 pour continuer d'améliorer et aussi d'amener le monde au centre-ville. Même si la situation des taux d'intérêt demeure préoccupante à l'échelle de la province, Val-d'Or s'en tire plutôt bien au niveau des ventes immobilières, affirme la mairesse. D'ailleurs, plusieurs projets d'habitation et de logement devraient voir le jour en 2024. Si on parle seulement des résidences privées, on a notre développement au sud de la rue Roy. Pour ce qui est des blocs appartements, bien le boulevard Forêt, j'ai déjà mentionné les 2 gros projets de 100 logements. Mais la rue Giguère, une fois qu'elle va être finie, bien, il va y avoir aussi des terrains qui seront vendus par la ville de Val-d'Or pour permettre des constructions, mais cette fois-ci de 4 à 6 logements. Les conditions économiques actuelles demeurent tout de même pesantes pour les entreprises de la région. C'est pourquoi les implications de la ville sont significatives, selon la présidente de la Chambre de commerce de Val-d'Or. Bien, c'est certain que tous les enjeux liés au logement, à l'accueil des nouveaux arrivants, les enjeux liés à la délinquance, à l'itinérance, donc d'entendre Mme la mairesse parler de ces enjeux-là, voir de quelle façon la ville collabore avec les différents organismes pour contrer certaines situations qui sont vécues par les entreprises, les commerces de Val-d'Or. Donc, c'est toujours positif. C'est aussi un rappel de tout ce qui se fait. Pour l'année 2024, la ville de Val-d'Or compte attribuer une attention plus particulière dans les dossiers des perfluorés dans l'eau et dans la crise de l'itinérance. Qu'Emilia Laliberté, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Dans le domaine du logement, la ville de Rouyn-Noranda continue ses efforts pour créer des logements. Lors de la séance municipale, la ville a annoncé qu'un projet de 50 logements est en cours sur la rue Perrault-Est. Le terrain a été vendu à Immeuble DCL et les détails au niveau des dates de construction vont être connus ultérieurement. Le projet d'un écoquartier sur la rue Sénator est toujours en développement également. D'ailleurs, les consultations publiques auront lieu à partir de la semaine prochaine et pour la zone tampon, ce sera mardi prochain pour les résidents. Il y a d'autres projets qui nécessitaient des changements au niveau du nombre de logements admissibles. On a fait ça en début de rencontre.
Alors, la Ville pose plusieurs gestes vraiment pour tenter de soutenir justement la création de logements. On a parlé aussi de la consultation pour tout le développement sénateur. On invite les gens à participer en grand nombre à ces consultations-là qui visent à mettre en place un écoquartier. Et toujours à Rouyn-Noranda, près de 3 semaines après avoir annoncé sa fermeture temporaire, voilà que le bar Le Chill fermera définitivement ses portes. L'un des copropriétaires de l'endroit nous a confirmé procéder à la vente du bar en pièces détachées, notamment pour ce qui est de l'ameublement. Et on reste à Rouyn-Noranda, le ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue, Jean Boulet, annonce 172 000 $ pour un projet de la ressourcerie Bernard Hamel. On vise avec ça l'achat d'équipements et l'amélioration des infrastructures d'entreposage du réseau d'aide alimentaire, ce qui permettrait d'accroître le soutien auprès de la population dans la région. L'initiative est le résultat d'un appel d'offres, un appel de projet du programme d'infrastructure des banques alimentaires du Québec. Au Témiscamingue, maintenant, l'espoir pourrait être à l'horizon pour la réouverture du bureau de la Société d'assurance automobile du Québec de Kipawa. Jusqu'à présent, la municipalité a reçu 3 candidatures, mais elle préfère attendre jusqu'à la fin de l'appel d'offres d'emploi fin janvier avant de prendre une décision. On rappelle que le bureau est à la recherche d'un employé permanent pour garder ouvert le bureau. En attendant, il est ouvert seulement le mardi avec l'aide d'un résident de la municipalité payé par la SAC. Parlons de reconnaissance. Ce matin, la Société de développement économique de Malartic a annoncé la tenue de la 2e édition du Gala des entreprises Méritor qui va se tenir le 6 avril prochain. L'événement vise à reconnaître l'engagement de la communauté d'affaires de Malartic et de Rivière-Éva. Et dès aujourd'hui, les entreprises peuvent soumettre leur candidature et ont jusqu'au 26 février pour le faire. Lors du gala, 9 prix vont être attribués aux entreprises locales. L'objectif du Gala Méritor, c'est vraiment de célébrer puis de souligner les réussites et les succès vraiment là, des entreprises et des organisations de notre territoire. Il n'y a pas de grande ou de petite entreprise, il y a juste des entreprises. C'est ça qu'on veut célébrer. Moi, j'embarque, c'est un beau thème. Moi, j'embarque, Malartic se transforme, Malartic s'est renouvelé. Puis oui, il y a des beaux entrepreneurs, des belles personnes qui se sont mis de l'avant, des entreprises chez nous qui font que le tissu de la communauté change, le tissu d'affaires a changé dans les dernières années. Fait que le gala vient souligner ça. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurance de personnes et assurance collective. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Une nouvelle émission radio autochtone prend vie et c'est d'ailleurs ce matin qu'a eu lieu la grande première à Picogan. On vous explique le tout après la pause. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Le 13 janvier 2024, 3 fermes laitières, soit les fermes Rescator, Dépic et Pimabou de Palmarol, ont remporté la plaque de maître éleveur 2023 lors du congrès d'Holstein tenu à Québec. Ces producteurs démontrent la qualité de leur gestion concernant l'état de la santé animale et le volume de production laitière, des facteurs importants dans le développement de la génétique et la qualité des rendements laitiers. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Et après avoir partagé l'Antarctique en images, Yvon Moreau parle avec l'explorateur amosois Patrick Bernier. Notre journaliste a pu lui parler juste avant que Patrick Bernier s'envole vers Montréal et ensuite se dirige vers sa région. Est-ce que tu as réussi à entrer à l'intérieur de toi et à atteindre le but que tu souhaitais pour toi? Excellente question. Je ne sais pas si je l'ai atteint là-bas. Je sais que j'ai été dans des zones, des belles zones. Il faut rester dans les pensées positives. L'être humain, de la façon qu'il est fait, on est bizarre, hein? Puis, je pense que j'ai pas assimilé tout de suite ou en étant à temps réel là-bas ce que ça représentait. Oui, je crois que ça change une personne des retraites. C'est un peu mon Compostelle extrême. Je savais que j'étais fait pour ça intérieurement depuis longtemps. Puis, pendant l'expédition, j'avais
comment je dirais ça, un chef d'expédition en Norvège. Puis, on se parlait, on s'écrivait tous les matins, il me disait la météo et tout. Puis lui, c'est une légende dans le domaine de l'exploration polaire en Norvège, ben partout dans le monde en fait. Puis la vie m'a mené à lui, puis finalement, on a travaillé ensemble pour le projet. Puis j'étais tellement bien préparé, physiquement, mentalement, au niveau de l'équipement, au niveau de la nourriture, qu'à la fin, le lendemain, quand on s'est reparlé au pôle Sud, quand je lui ai téléphoné, je lui ai dit que je croyais que ça serait plus difficile. Ça a bien été. C'était très exigeant, mais j'ai pas trouvé ça difficile. Tu es en pause. Déjà, est-ce que dans ta tête, tu repars quelque part? C'est sûr qu'on a toujours le goût de repartir, puis c'est ça qui nous tient éveillés en expédition, de réfléchir à d'autres projets, d'autres expéditions, d'autres voyages. C'est sûr que là, ça fait 3 mois que je suis parti de la maison, donc ça va être plus des projets familiaux, de voyages et d'expéditions en famille qu'être toute seule. Félicitations encore une fois, Patrick. Je pense que toute l'Abitibi-Témiscamingue est fière de toi et on a un gars qui a réalisé tout un exploit et on est fiers de le souligner, Patrick. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à La Sarre et à Amos. Et Stéphanie, on vient d'entendre, c'est ce matin que la communauté de Pikogane lançait son tout nouveau projet novateur Anishinaabeg. Oui, Mélissa, c'est vraiment un très, très beau projet, nouvelle émission de radio qui s'amène à la radio de Pikogane. On a une nouvelle émission qui met en vedette les aînés de la communauté. Justement, ils étaient présents ce matin au Centre culturel de Pikogane pour prendre part à la première mouture. Chaque jeudi, 10h, c'est un rendez-vous pour pouvoir écouter l'émission. C'est une initiative pour préserver la langue Anishinaabe qui leur tient très à cœur. J'inviterai les gens à écouter l'émission parce que c'est la langue Anishinaabe. Hein. Et ensuite, il y a une très belle richesse au niveau des modes de vie traditionnels, que ce soit la langue, peu importe. On va connaître beaucoup l'histoire, puis c'est vraiment, on va dire, enrichissant. Hein. On veut connaître davantage aussi les gens qui habitent ici dans la communauté. Au moins, on va entendre notre langue, c'est comment qu'on dit certains termes, parce que des fois, dans la communauté, les jeunes ne l'entendent pas assez souvent. Fait que les jeunes qui veulent écouter la langue, là, ils vont l'entendre. Quand tu connais ta langue, tu as une fierté avec ça qui vient avec. Et Stéphanie, la saison 2023-2024 des belles soirées de la Société d'histoire de Rouyn-Noranda se poursuit à la salle Poly de la bibliothèque municipale. Oui, et les gens sont conviés à venir prendre part à l'événement à compter de 19h. On a droit à une conférence avec nul autre que le géographe et professeur du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, Christian Dubé, qui va être là. On va retracer l'histoire de Rouyn-Noranda en se basant sur des cartes qui ont été élaborées au fil du temps. Pour les intéressés, je vous rappelle que la saison 2023-2024 des belles soirées va se terminer le 27 mars. Voici ce qui vous attend. Les cartes sont chargées d'histoire autant qu'une photo d'archive peut être chargée d'histoire. Ensuite, le dernier mercredi de février, je pense que ça va être le 27, c'est François Ruff, qui est un photographe, professeur à l'UQAT à la retraite, mais surtout un photographe qui, au début des années 70, a pris une quantité phénoménale de photos sur la région. Plusieurs milliers, là, on parle de pratiquement 5 000, 6 000, 7 000 photos sur l'Abitibi-Témiscamingue pour illustrer les caractéristiques culturelles, socio-économiques de la région. Notre dernière conférence, dernier mercredi de mars, c'est sur les 100 ans de l'aviation commerciale à Rouyn-Noranda.
Et pour terminer, l'Académie des Oscars a dévoilé, Mélissa, les nommés pour la 96e cérémonie qui va se tenir du côté de Hollywood en date du 10 mars prochain. Je ne sais pas si vous vous rappelez du film Chamard qu'on avait déjà parlé lors de la chronique culturelle. Eh bien, c'est réalisé par les Rouyn-Norandiens, Annie-Claude Caron et Danick Audet. Malheureusement, le film n'a pas été sélectionné. Je vous rappelle que ce dernier faisait partie quand même des 15 films de fiction à figurer sur la courte liste dans la catégorie meilleur court-métrage. On les félicite quand même. Oui, effectivement. Merci Stéphanie. Vent de fraîcheur chez les foreurs de Val-d'Or. Un nouveau capitaine reprend le flambeau avec 3 nouveaux assistants. On vous dévoile les noms dans un instant. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Les foreurs de Val-d'Or ont une nouvelle brigade de meneurs depuis hier. Charles-Antoine Pilote devient le nouveau capitaine de l'équipe. En 37 matchs avec le Vert et Or cette saison, Charles-Antoine Pilote, qui évolue à la défense, cumule 13 points, dont 4 buts et 9 passes. Et pour l'accompagner dans sa tâche, Nathan Barry, Nathan Brisson et Nathan Drapeau sont nommés assistants capitaines. Et toujours dans le monde du hockey, les Forestiers brillent lors d'une série de 2 matchs à domicile contre les Grenadiers de Châteauguay ce week-end. Les Forestiers ont dirigé près d'une 50aine de tirs vers le filet adverse avant de venir à bout finalement de leur adversaire par la marque de 4-2. De retour à l'action samedi, la troupe amossoise a gagné une nouvelle fois de 4-1. Et avec ces 2 gains, les Forestiers sont maintenant à 4 victoires consécutives. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre. Avec la plus grande variété de camions en région, Nicole Auto de la Sarre, capitale régionale du pick-up. À la météo, Stéphanie, les nuages s'amènent sur l'ensemble du territoire. Oui, et c'est en ce qui a trait cette nuit, Mélissa, on a le droit à des ennuagements. Pour l'Abitibi-Témiscamingue, on a un maximum de moins 18, maximum de moins 15 degrés pour le Témiscamingue. Pour la suite, demain, c'est quand même pour l'ensemble des secteurs 30 de probabilité d'averse avec un gros moins 2 degrés pour l'Abitibi et moins 1 degré pour le Témiscamingue. Un aperçu maintenant pour jeudi. C'est toujours sous les nuages que ça va se passer pour le nord et le sud également, avec un maximum de plus 1 degré pour l'ensemble des secteurs. Le soleil est censé se pointer le bout du nez pour en fin de semaine. On se croise les doigts. Oui, on espère. Merci Stéphanie. Je termine avec Rouyn-Noranda qui veut réglementer et limiter le nombre maximal de résidences de tourisme de type Airbnb, donc des locations de moins de 31 jours, oui, dans certains endroits. Donc par bâtiment, on parle d'un logement, mais pour un immeuble de plus de 8 logements, c'est 25% du nombre de logements. Sur ce, je vous souhaite de passer une très belle soirée et puis on se retrouve demain.